la phénoménologie apparaît comme étant une branche de la philosophie uniquement tournée vers l'épistémologie, et la question de l'étude des phénomènes touche à proprement parler à la connaissance et les sciences. Comment connaître ces choses qui me donnent à ma conscience perceptive? Or, il y a comme, nous le disions tout à l'heure, une politique dans la phénoménologie husserlienne, notamment dans la 5e méditation. Ce qui nous intéresse ici se situe dans le rapport de l'ego à l'alter ego, dans ce que Husserl norme par le terme d'empathie. L'ego n'est pas seulement à comprendre comme étant seulement le sujet de la connaissance, mais aussi inscrit dans la construction de la communauté des égos. Ici, nous allons préférer une approche proprement philosophique et phénoménologique, plutôt que psychiatrique ou médicale, de la notion d'empathie. Et on va essayer de tenter d'expliciter l'explication politique, au sens d'une police, de l'importance de l'empathie dans la constitution d'une humanité. Il sera donc ici question de poser des regards sur l'empathie, des visions externes, proches de la notion d'empathie chez Husserl, en faisant des échanges avec des adversaires et des partenaires, en montrant des proximités et des divergences pour délimiter la notion d'empathie. Michel Henry détermine la question de la phénoménologie en ces termes. Comment l'autre entre-t-il dans mon expérience? Comment m'est-il donné? Aussi, Sartre définit-il autrui dans l'être et le néant en tant que cet autre moi qui n'est pas moi. Ainsi, le trouble vient justement de la deuxième partie de la phrase sartrienne de ce qui n'est pas moi. Car en effet, comment comprendre l'autre comme un autre moi si a priori il n'est pas moi? En effet, à la lecture de la 5e méditation cartésienne, nous sommes en droit de nous demander comment les égos se reconnaissent-ils entre eux. Par quels moyens l'empathie husserlienne donne-t-elle les clés de compréhension de la fondation de la communauté? Enfin, quelles limites et quelles critiques devons-nous apporter à cette notion pour la rendre la plus opératoire possible? Et ces critiques sont-elles viables ou totalement erronées? Enfin, ce seront donc les questions qui vont diriger mon propos. Je vais commencer par élaborer un panorama des proximités conceptuelles de l'empathie. Il apparaît d'abord comme nécessaire, en premier lieu, de faire la distinction radicale entre empathie et sympathie. Nous allons définir la sympathie avec les mots de Max Scheler dans Nature et forme de la sympathie, comme un Mitgefühl, c'est-à-dire un acte intentionnel de communication entre personnes. La sympathie consiste à faire sien le sentiment d'autrui, sans prendre le sens de la dualité ontologique. La sympathie est bien plutôt l'idée d'un lien affectif ou affectueux, à l'image de ce que l'on pourrait retrouver dans la relation de la mère et de l'enfant. Alors que l'empathie décrit un Einfühlung. L'empathie se situe au niveau de l'espèce humaine, contrairement à la sympathie qui se réfère bien plutôt à une question de goût ou de sentiment. L'histoire de la philosophie propose aussi de nombreuses idées et de multiples concepts approchant cette notion d'empathie. Et peut-être qu'à partir de là, on peut voir que Rousseau est certainement le plus célèbre lorsqu'il développe l'idée d'un sentiment de pitié. Ce sentiment dénote un sentiment naturel en tout homme et il voudrait permettre la préservation de toute espèce humaine. Je vais lire un passage justement célèbre dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. La pitié est un sentiment naturel qui, modérant dans chaque individu l'activité de l'amour de soi-même, concourt à la conservation mutuelle de toute espèce. C'est elle qui nous porte sans réflexion au secours de ceux que nous voyons souffrir. C'est elle qui, dans l'état de nature, tient lieu de loi, de mœurs et de vertu, avec cet avantage que nul n'est tenté de désobéir à sa douce voix. C'est elle qui détournera tout sauvage robuste d'enlever un faible enfant ou un vieillard infirme sa subsistance acquise avec peine, si lui-même espère pouvoir trouver la sienne ailleurs. C'est elle qui, au lieu de cette maxime sublime de justice raisonnée, fais à autrui comme tu veux qu'on te fasse, inspire à tous les hommes cette autre maxime de bonté naturelle, bien moins parfaite, mais plus utile peut-être que la précédente. Fais ton bien avec le moindre mal d'autrui qu'il est possible. C'est en un mot, dans ce sentiment naturel, plutôt que dans les arguments subtils, qu'il faut chercher la cause de la répugnance que tout homme éprouverait à mal faire, comme indépendamment des maximes de l'éducation. Ainsi, chez Rousseau, ce sentiment répugne l'homme à mal agir envers ses congénères, peu importe son degré d'éducation.
Même l'homme sauvage, à l'état de nature, est capable de pitié devant un autre homme qui souffrirait, serait empêtré dangereusement dans quelque affaire que ce soit. Ainsi, la pitié est donc ce par quoi je m'identifie à autrui souffrant, où je me mets à sa place. C'est la souffrance face à la souffrance de l'autre. Nous pouvons aussi retrouver une idée similaire chez Aristote, notamment dans sa poétique, où au théâtre, la succession des événements dans l'action du héros tragique provoque la crainte chez la pitié et le spectateur. Il existe aussi une appropriation par la science du terme d'empathie, notamment dans le rapport du soignant au patient. Il doit y avoir une certaine empathie qui lie les deux sujets pour soit l'annonce et la considération des pathologies du patient, soit spécifiquement dans le domaine psychiatrique, où l'empathie permet de créer une proximité avec le patient, le guidant vers la guérison. Par exemple, dans un ouvrage de Eugène Minkowski, qui s'appelle « Le temps vécu », justement Eugène Minkowski, qui est un psychiatre, explique qu'il a suivi en continu, sans interruption, un de ses patients pendant 2 mois, pour se rapprocher au plus près des symptômes et des manifestations des psychoses qu'il vivait. Ainsi, il était obligé de créer une empathie avec cette personne, pour que des liens naturels et non plus médicaux ou hiérarchiques s'installent et prennent place. Dans la notion d'empathie portée dans la médecine, en général, nous pouvons remarquer une compréhension de la situation de l'autre, puis un souci de l'autre, amenant à penser ce que l'autre pense dans sa souffrance. Or ici, ce que nous venons de développer historiquement et philosophiquement ne sera pas le sujet qui touche à proprement parler l'empathie chez Husserl et ce que nous allons voir. En effet, que ce soit pour Aristote, Rousseau ou la médecine, nous avons toujours affaire à une empathie liée à la souffrance, ou à un pathos de la souffrance. Husserl, nous allons le voir tout de suite, démontre une empathie par-delà les sentiments, indépendamment de ce qu'est ou ce que fait la personne. Je vais donc aborder de manière générale l'origine et la structure de l'empathie chez Husserl. Dans la phénoménologie, l'empathie est une notion bien plus fondamentale car elle est au fondement de la relation à l'autre universellement. Elle permet de rendre compte de la relation à autrui, de la relation de l'ego à l'alter ego. L'empathie permet de faire taire les objections contre l'ego, criant au solipsisme pour montrer la relation difficile avec les égos. Avec la notion d'empathie, Husserl annule l'idée d'un ego recroquevillé sur lui-même, totalement replié en lui-même et fermé sur le monde. L'ego n'est donc pas la monade leibnizienne fermée sur le monde et sans porte ni fenêtre. L'empathie dénote une intersubjectivité universelle, nécessaire et originelle en tout homme, par rapport et en rapport à tous les hommes. Nous allons expliquer plus tard ces termes. En effet, cette objection du solipsisme de l'ego pose son attention expressément dans les prétendues failles de l'égologie husserlienne. Comment échapper au solipsisme, c'est-à-dire à la solitude ontologique de l'ego replié sur lui-même? Car ce que je vois depuis ma place, depuis ma position dans le monde, les autres le voient aussi. Mais il n'y a pas d'immédiateté de la pensée de l'alter ego en moi. C'est l'idée du « je ne suis pas dans sa tête ». Les vécus de l'alter ego ne me sont pas donnés originellement. La structure même de l'empathie permet de contrer cette objection hâtive, qui néglige les 2 pôles fondateurs de l'empathie de la phénoménologie husserlienne, que sont Einfühlung et Analogisierung. Quand je rencontre un alter ego, je le vois, je le perçois en chair et en os, mais je ne connais rien de ses vécus. C'est la même chose que lorsque nous avons affaire à un objet. Par exemple, un exemple classique, si je perçois un cube, je ne perçois pas le cube dans sa totalité, et pourtant, je reconnais bien que cet objet est un cube et non pas autre chose. Autrement dit, je me la présente. La présentation ne se limite pas à la perception partielle d'un corps, étendu devant ma conscience perceptive. Face à un alter ego, à l'expérience de l'autre doit appartenir, écrit Husserl dans sa méditation cartésienne au paragraphe 50, une certaine intentionnalité médiate partant de la couche profonde du monde primordial qui, en tout cas, reste toujours fondamentale. Cette intentionnalité représente une coexistence qui n'est jamais et qui ne peut jamais être là en personne. Il s'agit donc d'une espèce d'acte qui rend coprésent, d'une espèce d'aperception par analogie que nous allons désigner par le terme d'apprésentation. Selon Husserl, cette médiateté de l'intentionnalité permet l'expérience d'une autre conscience, sans réduction au flux de ma propre conscience, montrant que la manifestation de l'alter ego au sein de ma vie se dévoile dans sa corporéité en tant que corps vivant d'autrui.
Son corps se constitue à l'intérieur même de mon flux de conscience, se rapportant à une autre vie intentionnelle. Celle-ci demeure étrangère et inaccessible à l'ego. Ainsi, comment attribuer à autrui une vie psychique analogue à la mienne, alors que je n'ai pas accès à ses vécus? Pour Husserl, c'est avant tout la ressemblance physique, comme une transposition par analogie qui me fait reconnaître un corps animé par une vie psychique analogue, comme dans une association d'idées. C'est l'accouplement associatif entre les deux corps, qui n'a a priori rien de sexuel ou d'érotique. Ainsi, le seul donné phénoménologique essentiel, c'est que l'autre est un sujet identique à moi. La ressemblance entre les deux corps détermine une synthèse d'association par laquelle un ego attribue à l'autre corps, c'est-à-dire à l'autre ego, une vie psychique similaire à la mienne. Nous lui conférons la capacité de sentir, de percevoir, de sorte que j'ai pour moi un alter ego et une communauté de sujets entrelacés intersubjectivement. Ceci, dans une certaine mesure, et par extension, se rapproche fortement de l'idée d'aire de famille, de Familienähnlichkeiten que développe Wittgenstein dans ses recherches philosophiques, notamment à propos de la notion de jeu dans les jeux de langage, dans les paragraphes 65, 66 et 67. Nous pouvons à ce moment précis mettre en parallèle l'accouplement associatif et cet apparentement dont parle Wittgenstein. Dans le dessin, dans le schéma avec 4 figures qui est sur les feuilles, nous avons 4 personnes sur lesquelles, progressivement, de la figure 1 à la figure 4, un trait est modifié. Pourtant, ces 4 personnes, nous dit Wittgenstein, sont de la même famille. Ils sont reconnus comme étant entrelacés. Il écrit à la fin du paragraphe 66, « Nous voyons un réseau complexe de ressemblances qui se chevauchent et s'entrecroîtent, des ressemblances à grande et à petite échelle. Ainsi, nous les reconnaissons comme étant de la même famille, car ils sont apparentés. » Dans l'analogie de l'empathie de Husserl, je puis reconnaître l'autre car il a une appartenance visible à une même famille, à une même communauté ou à une humanité. Husserl nomme donc empathie cet accès médiatisé à la vie de la conscience de l'autre. Elle se comprend comme forme particulière d'expérience par laquelle l'ego se rapporte à la conscience d'autrui. Cette expérience de la conscience de l'autre n'est pas identique à l'auto-perception de l'ego de sa propre conscience. On pourrait ainsi dire que l'ego est immédiatement auprès de l'autre sans être l'autre. Il est tout contre l'autre. Ainsi, pas de possibilité de concevoir l'empathie sur le même modèle que l'expérience que l'ego a de lui-même. Sinon, cela signifierait que j'éprouverais la joie chaque fois qu'un autre individu éprouve de la joie là devant moi, ce qui est bien évidemment une absurdité. En réalité, nous avons plutôt affaire à un acte de présentification. Cela constitue, d'après Husserl, un dépassement du solipsisme, car dans l'empathie, un donné et l'expérience elle-même n'appartiennent pas au même courant de conscience, autrement dit au même ego phénoménologique. Donc, l'empathie est structurée, autrement dit, est structurée comme une relation à l'autre, où l'autre est en moi, où je vois comme je vois et comme l'autre pourrait voir. Enfin, pour conclure sur cette partie, comme me l'a enseigné Philippe Cabestan, qui est un professeur en classe préparatoire à Paris et représentant, un des plus grands représentants de la psychanalyse en France avec Françoise Dastieux, m'a expliqué que Shirazi montre que la relation à autrui représente une double apprésentation dont le contenu est unique. De fait, lorsque des hommes sont ensemble, il y a une unicité du contenu de la présentation, malgré la séparation des égos entre eux par leur corps, de leur dualité corporelle, voire ontologique. Après cette exposition de la notion d'empathie chez Husserl et de ses délimitations par proximité conceptuelle, nous pouvons exposer 2 critiques majeures qui sont faites par Heidegger et par Sartre et Merleau-Ponty contre Husserl, et nous allons par la suite leur objecter différents reproches. En effet, nous pouvons lire maintes critiques et reproches faites à cette notion d'empathie chez Husserl, à l'image de Heidegger. Heidegger lit Husserl de sorte à s'opposer à cette notion de manière radicale. L'empathie veut dire le partage de ce que l'autre éprouve. Or, d'après Heidegger, Husserl pense la séparation absolue des consciences. Dès lors, l'empathie accentue cette séparation. Heidegger comprend l'empathie comme une Fremderfahrung, une expérience de l'étranger, d'un tout autre que moi. Le Dasein permet implicitement de s'opposer à Husserl.
tout Dasein, pour Heidegger, est avant tout un Mitsein. Ce qui signifie qu'exister, c'est toujours déjà coexister. Même la misanthropie est un rejet à partir de la coexistence. Dès lors, l'autre n'est ici en aucun cas un étranger. Le Dasein implique nécessairement un Mitwelt, ce que nous pourrions entendre par le terme de compréhension. Pour Heidegger, Husserl analyse ces notions avec justesse, mais pas au bon endroit, car il suffit d'opérer un déplacement pour montrer que le Dasein est compréhension. La première critique que nous pouvons faire à Heidegger, et qui introduira la suite, c'est que Heidegger, vis-à-vis de Husserl, dans sa méthode, ne fait que postuler et ne le démontre jamais. Dans la lignée de Heidegger, nous pouvons retrouver des reproches majeurs de Sartre et de Merleau-Ponty contre Husserl. Comme la pensée heideggerienne, pour eux, il faut tourner le dos à la séparation des consciences, et c'est par le corps que cette réunion des consciences est possible. En effet, ce premier reproche démontre que je sens l'autre à même sa peau. Les mouvements physiques extérieurs n'expriment pas les sentiments éprouvés, ils le sont, ils l'incarnent. Le second reproche se situe plutôt sur un plan méthodologique, car Sartre et Merleau-Ponty expliquent qu'il n'y a aucun besoin nécessaire de la théorie de Husserl, cette théorie de l'empathie, pour comprendre la relation à autrui, du fait que cette relation à autrui n'est pas énigmatique, mais lisible clairement. Autrui se donne à moi dans chacun de ses détails, comme l'artiste peintre que l'on reconnaît dans chaque coup de pinceau qu'il assène à la toile, ou comme lorsque nous lisons un texte sans nom et que nous sommes capables de nous exclamer « ça, c'est un texte de Proust » ou « c'est un texte de Molière ». Mais, et c'est là que les objections, nous allons faire des objections à ce que nous venons d'exposer contre Husserl, et en quoi Heidegger contredit-il Husserl? Car comme nous le disions en introduction, en reprenant les mots de Michel Henry, il faut impérativement comprendre l'empathie chez Husserl comme intégrant toujours déjà dans sa définition le caractère universel du rapport à l'autre. L'empathie étant comme ontologique en l'ego, quelle différence y a-t-il entre le Dasein, qu'est-ce qu'apporte en plus le Dasein par rapport à l'ego? Le Dasein est toujours déjà Mitsein, mais l'ego pour Husserl, et nous l'avons lu avant, est toujours empathique, est toujours coexistence. Nous pouvons même comprendre que l'empathie est pour l'ego universelle, ontologique, naturelle, nécessaire et objective. Ce ne sont pas les mots de Husserl, mais on peut le déduire très fortement. Universelle parce que l'empathie se trouve en chaque ego sans exception aucune. Ontologique car inscrite consubstantiellement dans l'être profond de chaque ego. Autrement dit, pas d'être humain sans relation empathique à d'autres. Comme le dit La Bruyère, tout notre mal vient de ne pouvoir être seul. En fait que Husserl ne voit pas la relation à l'ego comme une condamnation, comme La Bruyère, mais on peut reprendre cette idée en montrant qu'il y a justement cette impossibilité pour l'ego, pour l'homme, d'être séparé de l'autre. Naturel aussi, car l'empathie est présente avant toute construction sociale, elle est donnée et innée, et non construite ou acquise. Elle est à l'origine et au fondement de toute communauté. Nécessaire dans la mesure où elle constitue l'être humain et le fait homme, et enfin objective dans l'idée où elle ne porte aucun jugement et n'a aucun regard sur ce que l'être est, fait, pense, devient, et sans pour autant comprendre l'autre factivement. Il n'y a donc pas cette reprise de la pitié chez Rousseau d'un sentiment de souffrance. Je prends l'autre comme il me vient, comme il me paraît. Enfin, nous pouvons faire une dernière critique à Merleau-Ponty et à Sartre, car Sartre et Merleau-Ponty attribuent une pensée à Husserl à propos de l'ego plutôt étonnante et formant un réel contresens. Jamais Husserl ne pense la relation de l'ego à l'alter ego comme énigmatique ou autrui comme énigmatique. Husserl montre simplement, et à juste titre, qu'il est difficile d'attribuer à un corps analogue au mien une vie psychique analogue à la mienne. Or, il n'y a aucune énigme, aucun mystère de l'autre, seulement une représentation qui n'est pas immédiate, instantanée. Il l'écrit très clairement au paragraphe 45 des Méditations cartésiennes. Il n'est nullement énigmatique que je puisse constituer en moi un autre moi, ou pour parler d'une façon plus radicale encore, que je puisse constituer dans ma monade une autre monade, et une fois constituée, l'appréhender précisément en qualité d'autre. Cette identification synthétique ne présente pas plus de mystère que toute autre identification, par conséquent, pas plus que n'importe quelle identification ayant lieu à l'intérieur de ma sphère originale propre, grâce à laquelle l'unité de l'objet peut, en général, acquérir pour moi un sens et une existence par l'intermédiaire des représentations. Ce que nous avons exposé de la thèse que Sartre et Merleau-Ponty défendent contre Husserl
ne vient aucunement contrecarrer la thèse de Husserl, mais bien plutôt peut-être la compléter, la préciser, voire l'enrichir. Il n'y a pas une opposition entre les deux thèses, mais une complémentarité. Et c'est justement parce que l'autre se donne à ma conscience perceptive dans les moindres détails que je peux l'identifier à moi-même. Par exemple, on peut remarquer que lorsqu'un détail nous échappe, même de manière inconsciente, nous pouvons avoir comme un doute devant un autre. C'est pour cela qu'aucun homme ne se laisse jamais tromper par un hologramme ou un human robot. Et c'est à cette condition que lorsque je vois des hommes dans la rue, je sais qu'ils ne sont pas des automates, ou simplement des manteaux surmontés d'un chapeau, mais bel et bien des alter ego. Ainsi, pour clore cette intervention, nous pouvons penser de manière positive et optimiste que l'empathie est peut-être le remède universel à ce doute, comme fondatrice d'une fraternité et peut-être plus loin d'une égalité nécessaire et naturelle des hommes au sein de la communauté. Merci.